C'est le surréalisme, c'est le Dada. C'est le mouvement Dada. Donc, le Dada apparaît avant le surréalisme. Il illustre la première vague, primul val à l'avant-garde. On appelle ça vague, on l'appelle aussi moment ou mouvement. La terminologie est assez variable. La création proprement dite du mouvement Dada, c'est le mot en tant que tel, le mot Dada est un mot très intéressant. On a fait beaucoup de spéculations autour de ce mot, autour de l'étymologie, donc de l'origine. Il y a eu pas mal d'explications. L'explication communément acceptée est qu'on renvoie de la sorte en jeu d'enfant, en cheval en bois, qui est un jouet, et ça c'est le Dada. Vous savez peut-être comme expression enfourcher son Dada. Vous employez en français cette expression? Enfourcher son Dada. Non? Cela ne vous dit rien? Vous ne l'employez pas? Ça se dit à propos de quelqu'un qui a des idées fixes et qu'il ne cesse de les reprendre. Deci, încă o dată, aceeași idee, încă o dată o ține pe-a lui, încă o dată se întoarce la jocul preferat, ca să spunem așa. Donc, Dada, ça fonctionne aussi comme synonyme de turlutaine. Turlutaine, c'est un mot que vous connaissez? C'est toujours l'idée de manie, une sorte de lubie. Mais Tristan Tzara, quant à lui, il rejette toutes les explications envisageables. Et il le fait dans le manifeste que je vous ai distribué la fois passée. Il est extrêmement ironique là-dessus. Donc, on ne peut pas réduire, selon lui, l'essence du mouvement Dada à une série d'explications concernant le mot en tant que tel. Vouloir comprendre cette composante, c'est vouloir épuiser en quelque sorte le sens de la démarche des artistes Dada, et ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas essayer de faire ça. Le Dada est beaucoup plus que le mot qu'on a trouvé comme étiquette du mouvement. Alors, quelles qu'en soient les disputes, quelles qu'en soient les polémiques, il y a quand même un élément facilement repérable dans le mouvement Dada. C'est de toute évidence un mouvement nihiliste. Donc, ce côté nihiliste est évident pour tout le monde. Et le côté nihiliste est extrêmement visible, donc il fait surface dans le manifeste rédigé par Tristan Tzara en 1918, le texte que vous avez. Alors, petite question, tout le monde a été présent la fois passée, tout le monde a le texte? Vous voulez que je le distribue encore une fois? Je peux le faire. Oui, s'il vous plaît. Oui, je vais le faire. Alors, il s'agit de deux textes fondamentaux de manifestes. En tout premier lieu, le manifeste du Dada. Voilà.
Je l'ai envoyé. Et il y a aussi le manifeste rédigé par Breton, le premier manifeste du surréalisme, le texte de 1924. Bon, c'est fait. Vous avez reçu les deux textes? Oui, merci Oui. beaucoup. Bien, si vous voulez ouvrir les deux fichiers, parce que de temps en temps, je ferai des renvois et il faut que vous ayez le texte sous vos yeux, les deux textes d'ailleurs. Je répète, le repère chronologique, ce manifeste du Dada est rédigé en 1918 par Tristan Tzara, mais le mouvement Dada existait déjà. Parce qu'il a été créé en 1916, au mois de février, le 8 février 1916. Ce n'est pas un mouvement créé en France, c'est un mouvement créé en Suisse, à Zurich, au cabaret Voltaire de Zurich. Et le noyau dur de ce mouvement a été représenté par Tristan Tzara, qui, je répète, c'est ce dont on a parlé la fois passée, est d'origine roumaine, Samuel Samiru, ou Samiros, on a les deux graphies du nom. Donc tout ne se réduit pas à Tristan Tzara, il y a tout un ensemble d'artistes de l'époque autour de Tristan Tzara. Il y a Marcel Janko, il y a Amy Hennings, il y a Hans Richter, Hans Harp, Richard Hulsenberg, Hugo Boll et tant d'autres. Bon, peu importe, retenez quand même le nom de Tristan Tzara. Et l'ambition du mouvement, une ambition affichée d'emblée, donc de prime abord, une ambition assumée par tous les artistes, est d'être un mouvement nihiliste. Qu'est-ce que cela veut dire? Un mouvement nihiliste dans le sens d'un mouvement subversif. Subversif, donc qui veut détruire systématiquement toutes les normes esthétiques et même le langage. Mais on constate qu'il y a cette subversion, ce désir de détruire, mais il faut se demander s'il y a quelque chose derrière tout ça, derrière ce désir de détruire, de faire table rase, comme on dit, faire table rase de tout. Vous connaissez l'expression, n'est-ce pas? Faire table rase de quelque chose. A face tabula rasa. Cela veut dire détruire complètement. Et il faut comprendre qu'il y a une intention sous-jacente ou bien on exprime d'une façon indirecte quelque chose. Quand on dit 1916 pour la création du mouvement, ou quand on dit 1918 pour le manifeste, le texte le plus important du mouvement Dada, le manifeste rédigé par Tzara, il faut comprendre le spécifique de l'époque. On est dans quelle période, marquée par quel événement? Juste après 1914. Voilà, donc on est après 1914 et on est en pleine guerre. C'est la première guerre mondiale qui a été une catastrophe, qui a entraîné des pertes énormes pour l'humanité et qui a entraîné aussi une énorme désillusion. La désillusion des élites, la désillusion des artistes. Et Dada est un mouvement qui exprime à sa façon cette désillusion des artistes pendant et après
la Première Guerre mondiale. Une guerre qui a mis l'humanité à dure épreuve. Une guerre qui a démontré que l'humanité se trouve en crise. Et c'est une idée sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir à un moment donné. Ça c'est une idée qui est mise en avant par la voix très forte de Paul Valéry, qui parle de l'existence de cette crise de l'esprit. Et c'est une position qui a été affirmée vers la fin de la Première Guerre mondiale. Non seulement il n'y a pas que les catastrophes naturelles qui peuvent avoir comme conséquence la fin de certaines civilisations, la fin de certains empires, de certaines nations. C'est l'homme, par ses moyens, par ses propres moyens, par les technologies qu'il a développées, qui peut être à la source de sa destruction. Donc une autodestruction de cette humanité qui est réduite en quelque sorte au néant, qui est complètement dépourvue de repères. On parle à la même époque d'un déclin évident de l'Occident. Et on a le livre de Spengler, qui est très important à cet égard. Spengler qui parle du déclin de l'Occident, une idée que Valéry et tant d'autres personnalités françaises partagent. Alors, quelle serait la position qu'on peut adopter par rapport à tout ça? Il y a plusieurs prises de position, mais entre autres, il y a cette intention qui sera celle des artistes Dada, l'intention de parodier absolument tout. Donc la parodie est une manière de parler de ça. Tout sera parodié, absolument tout. La science, la psychologie, la morale, la religion, absolument tout. Et je vous disais la fois passée que même l'idée d'art est une idée parodiée. Et c'est toujours Tzara qui affirme l'art, mais ce n'est pas une affirmation qu'on trouve dans le manifeste, c'est une affirmation qui est faite ailleurs. L'art n'est pas sérieux, je vous assure. Bon, Tzara, à un moment donné, va se déplacer à Paris. Mais cela se passe après la rédaction du manifeste, donc après le moment 1918, plus précisément en 1919, donc on est immédiatement après la fin de la Première Guerre mondiale. Donc il veut se déplacer à Paris, il fait ça, et là, il entre en contact avec des personnalités de la vie littéraire et du monde intellectuel de la capitale, donc de la ville de Paris, entre autres les trois figures de marque, Breton, Aragon et Éluard. André Breton, Louis Aragon et Paul Éluard. Ce sera d'ailleurs le noyau, l'équipe, si on aime ce mot, qui va sortir la revue la plus importante de l'avant-garde, une revue dont j'ai mentionné le nom il y a quelques semaines quand nous avons parlé de Paul Verlaine.
c'est la revue Littérature. Une revue extrêmement importante qui, par son titre même, signale quelque chose. Quand on voit littérature, il faut penser à ce mot par lequel finissait l'art poétique de Verlaine et tout le reste est littérature. Mauvaise littérature, littérature fabriquée, littérature qui sent la routine, qui sent le conformisme. Donc, dans ce mot et par ce mot, littérature, vous devez comprendre une littérature non conventionnelle, une littérature du rejet. On est donc à l'opposé d'une littérature du consentement. D'autre part, il faut retenir que la collaboration de Tristan Tzara avec Breton n'a pas été très longue. C'est une collaboration qui finit en 1921. Et à partir de 1921, il y aura une séparation assez nette entre les dadaïstes et les surréalistes, qui vont suivre des voies tout à fait différentes. Et leur création sera sous-tendue par des principes assez différents. Alors, pour ce qui est du dadaïsme, vous avez déjà vu les idées clés. Je vais ajouter un mot concernant leur technique, donc la technique qu'ils cultivent, la technique dadaïste. Une technique qui est bien visible dans le manifeste de 1918. Retenons, après cette idée qui est une idée de base, la négativité, le scandale, donc se penchant pour le scandale, même pour la bagarre. Je vous disais la fois passée qu'il y a parfois de véritables rixes, de véritables bagarres, bataille en strade, des rixes. Vous connaissez le mot rix? Non. Bătaie în stradă, bagar, il y a des bagarres, încăierări. Deci își apără ideile la modul fizic, cu pumnii. Se procnesc, se bat, se ciocnesc, se împing. Asta este atmosfera. Deci se caută cu orice preț scandalul. Tout cela correspond à cette logique que j'avais fait surgir la fois passée. On veut épater le bourgeois. Donc on veut épater l'homme commun qui respecte les règles, qui respecte les normes, qui veut rejeter le scandale et qui veut qu'on lui fiche la paix. On n'accepte pas la paix. On n'accepte pas la tranquillité. Donc, lorsqu'on rejette toute règle et toute norme, qu'est-ce qu'on met à la place de tout ça? C'est le hasard qui va régner dans les poèmes des dadaïstes. Donc, toute leur création, tous leurs poèmes tous leurs textes, disons de façon neutre, seront placés sous le culte du hasard. Donc, il y a un culte du hasard visible dans le choix des mots. Et on fait tout le temps de son mieux pour tourner à la parodie cette idée d'art poétique. Donc, comment créer? C'est une question récurrente dans la littérature française canonique. Quelles sont les normes qui sous-tendent la création? On s'en fout complètement. Alors, tout sera parodié et cette idée d'art poétique, s'il y en a, est, disons, assimilable souvent à une recette de cuisine.
Donc, on parle de la littérature et de la manière de faire de la littérature comme s'il s'agissait d'une recette de cuisine. Donc, à part la parodie, à part le hasard qui est omniprésent, il faut retenir en égale mesure l'intention de détruire la cohérence et la logique de toute la littérature d'avant. Donc, on fait fi de cette cohérence et de cette logique de la littérature d'avant. On fait fi de l'idée de littérature canonique. Pourquoi ce rejet du canon? Pourquoi ce rejet de la logique et de la cohérence? Parce que des mots comme cohérence, logique, canon sont considérés comme étant des mots pernicieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous n'employez pas en roumain cet adjectif pernicios? Nuisible. Voilà, nuisible. Vătămător, dăunător. Et d'ailleurs, même s'il y a à un moment donné cette séparation que j'ai déjà évoquée entre les dadaïstes et les surréalistes, il faut comprendre que ce type de littérature cultivée par les dadaïstes va se développer un peu plus tard avec le surréalisme. Dans quelle idée fondamentale ou quel principe, quelle technique plutôt, bon, c'est le mot juste, technique des surréalistes, c'est la dictée automatique. Dicteul automat. Deci, aceasta va fi o linie foarte importantă pe care o vor exploata suprarealiștii și care își are sorgintea într-o tehnică dadaistă, de fapt. Donc, la dictée automatique. Je vous prie de retenir ce syntagme, dictée automatique. Une idée sur laquelle je reviendrai parce que Breton, quant à lui, mentionne cette technique à plusieurs reprises dans le manifeste de 24. Alors, quand j'ai prononcé le nom de Breton, parlons aussi un peu de l'éclosion du surréalisme. Il y a à partir de ce moment de l'année 1921 jusqu'à 1924, il y aura une période de quelques années qui permet au surréalisme de se cristalliser et de se dégager du dada. Et le moment le plus évident qui témoigne de l'autonomie du surréalisme a été représenté par l'année 1924. C'est l'année qui enregistre la publication du premier manifeste du surréalisme, rédigé par André Breton. Donc, c'est lui qui signe le manifeste. D'ailleurs, le surréalisme doit énormément à Breton. S'il n'y avait pas eu Breton, il n'y aurait pas eu de mouvement surréaliste. D'ailleurs, il est surnommé le pape du surréalisme. Papa supraréalisme, lui. Le théoricien le plus important, certains disent le seul véritable théoricien du surréalisme. Et il y aura des moments importants. Je ne
je n'ai pas l'intention de m'arrêter trop là-dessus. On peut par exemple retenir le repère 1926, quand Breton publie La Révolution surréaliste, ou bien, et ça c'est un moment important, associé toujours à Breton, 1929, c'est la publication du second manifeste du surréalisme, et il y aura même un troisième manifeste du surréalisme, mais qui vient très tard, dans les années 40, plus précisément en 1942. Ce troisième manifeste ayant un titre assez ludique, pour ainsi dire, prolégomène au pluriel, un troisième manifeste du surréalisme ou non. Vous comprenez le titre? Prolégomène à un troisième manifeste du surréalisme ou non. Vous employez le mot prolégomène? En roman, vous ne dites pas prolegomene? N-ați folosit niciodată acest cuvânt? Non. Non? C'est un mot évidemment d'origine grecque. Prolegomène, cela veut dire des éléments qui servent d'introduction. Ah. Donc, il rédige une introduction, disons, ce n'est pas le mot qu'il emploie, un troisième manifeste du surrealisme ou non. Da? Prolegomene la un al treilea manifest al suprarealismului sau nu. C'est bien amusant comme titre. Bon, le texte n'est pas trop amusant, il y a un côté politique de ce texte. Je reviendrai peut-être un peu là-dessus, mais un peu plus tard. Maintenant, je vais me concentrer sur les choses les plus importantes qu'on trouve d'ailleurs dans le premier manifeste, qui dit des choses vraiment révolutionnaires. À propos de ce texte, on peut dire beaucoup de choses. Parce que c'est une manière de parler, de proposer une véritable révolution, mais c'est une révolution qui dépasse largement les frontières de la littérature. Parce qu'on veut aboutir à un changement beaucoup plus profond que le changement du paradigme littéraire. Et on verra de quel type de changement profond il est question. Alors, tout d'abord, essayons de comprendre ce que c'est que le surréalisme. Le mot en tant que tel est un mot dérivé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut voir dans le mot surréalisme et dans le mot surréalité? Surréalisme. On a le mot réalisme et on a la préposition sur. Donc, c'est une manière de dépasser le réalisme, une manière de dépasser le réel concret. Breton propose plusieurs façons de définir le surréalisme. Je vais vous proposer quelques définitions très techniques, mais je commencerai par la définition la plus évidente, qui dit que le surréalisme est la littérature de la surréalité. Donc, le surréalisme est la littérature de la surréalité. Ça a l'air simple, mais cela n'est pas tout à fait simple. Alors, retenons d'abord que le mot surréalité, le terme surréalité, n'est pas un terme inventé par Breton. Le terme existait déjà. Et celui qui l'a inventé s'appelle Guillaume Apollinaire. Donc, c'est Apollinaire qui a proposé ce terme
il annonce donc le surréalisme. Et le terme se trouve dans un texte d'Apollinaire qui n'est pas un poème, qui n'est pas une poésie, c'est une pièce de théâtre, pour ainsi dire, Les Mamelles de Tirésias. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce texte, Les Mamelles de Tirésias, drame surréaliste en 2 actes et un prologue. Donc, le titre même contient l'adjectif surréaliste. Donc, on dit à propos de ce texte, on définit ce texte comme un drame surréaliste. Alors, cette surréalité doit être comprise comme une synthèse. Synthèse de quoi? De réalité et de rêve. Mais la chose la plus importante est que cette synthèse est faite selon les règles de la psychanalyse. Quand on dit psychanalyse, il faut penser à qui? Quel est le père de la psychanalyse? On a un texte fondamental qui a été traduit en français au début des années 20 du XXe siècle. Ce texte a le titre Introduction à la psychanalyse. C'est Freud? C'est Sigmund Freud, tout à fait. Donc en France, on connaissait déjà Freud, on lisait déjà Freud et on adhérait aux idées de Freud. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus lors du cours de civilisation, parce que j'ai l'intention de vous parler un peu des années folles. Donc, de cette période si importante pour la civilisation française, la période des années 20, des années 30 en France. Alors, cette surréalité sera cristallisée dans l'inconscient, explique Breton. Alors, l'allusion à la doctrine de Freud est tout à fait évidente, finalement. Donc, elle est cristallisée dans l'inconscient. Alors, faites attention quand on dit synthèse de rêve et de réalité, ou de réalité et de rêve, parce que les deux mots sont interchangeables. Il ne faut pas avoir en tête le rêve romantique. Donc, quand on dit rêve, ce n'est pas au rêve romantique qu'on renvoie. C'est le rêve comme manifestation de l'inconscient. De ce point de vue, la nouveauté est totale. Et dans son texte, Breton explique qu'il s'agit du rêve dans son intégrité. Ce rêve associé au grand mystère. Donc, il y a cette atmosphère de fantasme. Bon, s'il s'agit d'un rêve dans son intégrité, cela nous permet de voir dans la surréalité la réalité absolue. Ce sont les mots de Breton. Donc,
la surréalité pour lui et la réalité absolue. Quand on dit réalité absolue, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quel est le sens étymologique de l'adjectif absolu? Păi ce ar însemna la origine cuvântul absolu? Complet, peut-être. Complet dezlegat. Complet dezlegat. Nesupus niciunui fel de determinism. Ori dacă este ceva complet dezlegat, complet detașat, nesupus niciunui determinism, putem vedea în asta premisele unei libertăți totale. Deci această realitate absolută trimite la o lume complet eliberată. Donc c'est un monde totalement libéré, dans tous les sens possibles, libéré de tout, libéré de contraintes, libéré de règles, de tout le poids de l'histoire, de tout le poids de la tradition, etc. Bon, maintenant, essayons d'analyser ensemble la définition technique et étendue donnée par Breton au mot surréalisme. Essayons de regarder le texte parce que je n'ai pas du tout l'intention de parler comme ça sans identifier la séquence. Cherchez le mot automatisme dans le texte. Le texte de Breton. Automatisme psychique pur. Vous l'avez trouvé? Oui. Oui. Alors, essayons de lire. Qui est-ce qui voudrait lire cette séquence? Vous n'avez pas trouvé? Je pourrais lire si vous voulez. Alors, c'est à la page 2. Vous voyez que le mot surréalisme est marqué en lettres capitales. Oui. Oui, Georgiana, tu veux lire? Oui. Vas-y. Donc, cette définition ponctuelle. Donc, surréalisme, Je dis ça pour tout le monde. On est à la page 2 du texte. Oui? Alors, vas-y, Georgiana. moi, je le trouve à la page 6. Automatisme psychique pur par lequel on se propose. Oui. Donc, surréaliste, c'est un nom masculin. C'est l'automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Voilà. Alors, on dit automatisme. Oui, c'est à la page 6. Moi, j'avais cherché le mot pur et il y a plusieurs mots purs. Le premier étant à la page 2. Oui, c'est à la page 6. Alors, il y a certaines composantes de cette définition, certains mots-clés sur lesquels je vous propose de nous arrêter un peu. Alors, quels seraient selon vous les mots les plus importants de cette définition?
l'automatisme psychique, donc ça renvoie à l'inconscient. Bon, automatisme psychique, et qui plus est pur, oui, c'est une séquence importante. D'autres séquences importantes? Le fait qu'il inclut non pas seulement la littérature par s'exprimer soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière. Donc j'imagine qu'il veut dire oui, on dépasse les limites de la littérature et il y a ici plusieurs formes d'expression, des formes connues et des formes qu'on ignore peut-être, toute autre manière envisageable. Oui, et encore? C'est le fonctionnement réel. Voilà, donc exprimer, on se propose d'exprimer, dit-on, le fonctionnement réel de la pensée. Autrement dit, si on a besoin de cet automatisme psychique pur pour exprimer le fonctionnement réel de la pensée, quelle est la présupposition logique? D'habitude, nous connaissons ce fonctionnement réel de la pensée, nous avons accès à ce fonctionnement réel de la pensée? Non. Non. Donc, normalement, nous ignorons ce fonctionnement réel de la pensée. Tout à fait. Et d'autres mots importants? Comme vous avez dit avant, la dictée de la pensée. D'accord. Oui. Et quand on dit dictée de la pensée, à quoi pense-t-on? Une dictée de la pensée. Quelque chose qui se produit de quelle manière? Non contrôlé. Oui. Quelque chose qui s'impose de façon tout à fait naturelle. Parce qu'on dit en l'absence de tout contrôle exercé par la raison. Bon, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. C'est une séquence très importante à son tour, parce que vous voyez qu'on envisage ici deux composantes. Non seulement la composante esthétique, qui relève du domaine de l'art, mais en égale mesure de la composante éthique, le domaine de la morale. Donc, aucune préoccupation d'ordre artistique, d'ordre moral. Quel est le mot qui fonctionne dans cette définition à la manière d'un piège, disons? Vous voyez un pareil piège? Peut-être le contrôle. En l'absence de tout contrôle exercé par la raison. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de leurre ici. Aici nu e nicio capcană. Capcana propriu-zisă, după părerea mea, este cuvântul pensée. Pentru că, în mod normal, când spunem la pensée, la ce ne gândim? La raison. Exact. Este aproape o asimilare, da? Pensée, raison. Pensée, la pensée structurée, la pensée cartésienne, la raison, etc. Or, ici, ce n'est pas ça. Parce que, qu'est-ce qu'il dit, cette définition? Dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison. Donc, le mot raison serait à l'opposé de cette pensée. Façon de dire que c'est un autre type de pensée dont on parle ici, dont il est ici question. Alors, ici, la pensée renvoie plutôt au psychisme. La dictée de la pensée est la dictée de l'inconscient. C'est l'inconscient qui agit de manière
instinctive, de manière instinctuelle, instinctive, naturelle, non contrôlée, etc. Il y a plusieurs mots pour dire ça. Dans le texte de Breton, vous trouvez une allusion à Nerval. Il y a des allusions à beaucoup de personnalités françaises, de la littérature française du 19e siècle. Mais Nerval, pour lui, c'est quelqu'un de bien, pour ainsi dire, d'assez bien, de toute façon. Le mot surréalisme, tel qu'il est envisagé par Breton, aurait chez Nerval un correspondant très intéressant, c'est le mot supernaturalisme. Supernaturalisme. Donc, je vous prie de retenir Gérard de Nerval. Vous voyez dans le texte du manifeste, à la page 5, oui. Vers la dernière partie du texte qu'on trouve à la page 5, vous voyez ce paragraphe qui commence par « Un hommage à Guillaume Apollinaire, qui venait de mourir ». Vous voyez dans ce paragraphe à plus juste titre, ici c'est une coquille, à plus juste titre encore, sans doute aurions-nous pu nous emparer du mot supernaturalisme. Vous voyez qu'on marque d'une manière spéciale le mot, donc toujours en lettres capitales, employé par Gérard de Nerval dans la dédicace des filles du feu. Comme une sorte de reconnaissance de dette, on a l'affirmation qui suit. Il semble en effet que Nerval posséda à merveille l'esprit dont nous nous réclamons. Voilà. Apollinaire n'ayant possédé par contre que la lettre encore imparfaite du surréalisme. Autrement dit, selon Breton, Apollinaire a des limites. On ne peut pas lui véritablement coller l'étiquette de surréaliste, même avant la lettre. Bien, alors, il y a toutes sortes de renvois de ce type dans le texte. C'est un des meilleurs textes de jamais écrit dans la littérature française, je vous assure, ce texte de Breton. Alors, revenons à cette pensée qui s'oppose à la raison, à ce que nous appelons couramment la raison. Finalement, renoncer à ce contrôle de la raison ou nier ce contrôle exercé par la raison, c'est se placer en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale et se fier à la toute-puissance du rêve. Si l'on fait ça, et Breton veut le faire, on a toutes les chances d'avoir besoin d'une série de critères nouveaux de poéticité. Donc, d'autres critères, d'autres paradigmes. Et les choses sont assez récurrentes. On trouve
partout cette idée du grand mystère qui doit être cultivé. Donc le grand mystère, ou bien le fantastique, le merveilleux. L'ambigu. Donc on aura souvent une ambiguïté cultivée. Et il va sans dire qu'à tout ça s'ajoute la spontanéité. Donc, encore une fois, on voit l'importance d'une spontanéité totale qui doit caractériser l'artiste, le créateur. L'écrivain, quel qu'il soit. Donc, cette spontanéité totale dont les précurseurs avaient été qui? Nous avons eu l'occasion d'en parler. Apollinaire. Apollinaire et Rimbaud. Rimbaud. Apollinaire et Rimbaud. D'ailleurs, si vous lisez attentivement le texte de Breton, vous aurez l'occasion de constater que parfois il a des doutes concernant la valeur de la création d'Apollinaire, mais il n'a aucun doute en ce qui concerne Rimbaud. Pour lui, avant les surréalistes, le seul auteur digne d'intérêt est Arthur Rimbaud. Tous les autres font l'objet d'une ironie mordante. Oui. Oui, il a même énoncé. Voilà, et qu'est-ce qu'on dit à propos de Hugo, par exemple? Hugo est surréaliste quand il n'est pas bête. Quand il n'est pas bête. Alors, ce monument de la littérature française, qui est du 19e siècle et de la littérature française tout court, qui est Victor Hugo, on le voit réduit en néant. Il est surréaliste quand il n'est pas bête. Quelle est la présupposition logique? Le plus souvent, il est bête. Ou il est tout le temps bête. S'il est bête, il n'est pas surréaliste. Bon, alors, l'écriture proposée par les surréalistes, par la voix de Breton, est une écriture différente de toute écriture antérieure. Elle surgit d'où la différence? Elle surgit surtout de la spontanéité totale de l'image. Et il y a cette caractéristique de l'image surréaliste qui est une image qui, une fois éclose, devient une image obsessionnelle. Quel est le propre de l'image? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle opère? Apparemment, elle fait quelque chose de banal. Pour qu'il y ait image, il faut qu'il y ait au moins deux réalités qui sont mises en présence. Et le rapport, la nouveauté est que le rapport entre les deux réalités qui sont mises en présence par l'écriture surréaliste est un rapport qui se fait inconsciemment. Donc ce n'est pas un rapport cultivé, un rapport canonique, un rapport connu auquel tout le monde adhère parce qu'il fonctionne à la manière d'un cliché. Non, ça se fait brusquement et ça se fait inconsciemment. C'est pourquoi l'image surréaliste est assimilable à une explosion.
c'est une image qui surgit à la manière d'une flamme. Et je vous disais la fois passée que la valeur de l'image surréaliste depinde de l'étincelle. Da? Valoarea acestei imagini depinde de scânteie. Et il faut, pour comprendre cette idée, il faut comprendre un principe concret, physique, le principe de l'étincelle électrique qui repose sur la différence de potentiel. Plus la différence de potentiel est grande, plus l'étincelle a la possibilité de se transformer en flamme. Donc cela s'applique dans le cas de l'image surréaliste. Plus les termes qui sont mis en présence, qui sont associés, sont éloignés, sont très éloignés, plus l'image sera forte, explosive, d'une très grande originalité. Bon, je vais vous donner un pareil exemple d'image surréaliste. Les flammes noires luttent avec des langues d'herbe. Les flammes noires luttent avec des langues d'herbe. Donc, vous voyez cette idée d'un combat qui est porté par les flammes qui sont noires. Il n'est pas du tout naturel de dire à propos de la flamme qu'elle est noire. Et puis, elle lutte avec des langues d'herbe. Associer l'herbe et les langues, c'est déjà une chose inédite. Associer les langues d'herbe et les flammes noires, c'est encore plus spécial. Donc, c'est un peu ça. Et il faut retenir que la réalisation de l'image repose sur un principe qu'on pourrait appeler le principe du choc. Non seulement du choc, il y a aussi ce qu'on appelle le principe du scandale sémantique. Donc, on cherche ce scandale sémantique pour chaque image. Il y a scandale sémantique parce que normalement, les choses ne se trouvent pas associées d'une telle manière. Et ça donne beaucoup de force, une force inouïe à l'écriture poétique. Et retenez aussi que les images créées de cette manière, qui sont de toute évidence des images poétiques, sont des images extrêmement dynamiques. L'idée de dynamisme est une idée fondamentale pour les artistes surréalistes. On dit par exemple, même à propos de la beauté, c'est toujours une affirmation de Breton, la beauté sera convulsive ou ne sera pas. La beauté sera convulsive ou ne sera pas. Qu'est-ce qu'il y a de surprenant ici quand on dit la beauté sera convulsive? Il est habituel de parler de la sorte de la beauté? Pas du tout. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire?
pourquoi cette manière de parler de la beauté est hors du commun. Parce que l'idée de convulsion, évidemment, qui implique quelque chose de dynamique, de très dynamique, implique aussi quelle autre idée? La convulsion. Convulsif, convulsive. C'est peut-être le tourment de la vie. Le tourment, Voilà, les tourments de la vie, l'idée de combat, de souffrance, et cela peut attirer quel type d'attitude? Si on voit ça, c'est le plus souvent le rejet, la répulsion. Or, cette beauté convulsive, qui implique donc le verbe se tordre, qui implique le scandale, qui implique la tempête, qui implique l'orage, est la seule beauté possible. Donc une beauté orageuse qui entraîne le cataclysme. Donc le rôle des images surréalistes est de réaliser cette beauté convulsive. Et comme ça, on arrive à un autre point de la discussion, un point sur lequel je vais m'arrêter un peu pour ouvrir quelques perspectives. Pour être capable de créer de pareilles images, pour être capable d'écrire de la sorte, il faut avoir une expérience de vie, une expérience concrète de vie qui rend possible ce type de vécu, ce type d'expérience, disons, d'expérience inédite. Donc, c'est un type particulier d'écriture qui repose sur une expérience existentielle inédite. Et l'élément essentiel pour les surréalistes est de trouver et de vivre et d'avoir une expérience limite qui serait le déclencheur de cette écriture spéciale habitée par de pareilles images qui réalisent une beauté convulsive. Donc, retenez ce paradigme de l'expérience limite. Donc, dans le surréalisme, on trouve cette idée de l'expérience limite qui n'est pas investie des mêmes valeurs dont les existentialistes vont investir quelques dizaines d'années plus tard la même idée d'expérience limite. Parce que l'existentialisme, quant à lui, sera traversé à son tour par l'importance de l'expérience limite, de la situation extrême, qui est censée être une expérience dévoilante. Maintenant, pour ce qui est du séminaire, vous travaillez sur quel texte, sur quel auteur?
On vient de faire Sartre avec huis clos et la nausée. Donc Sartre avec la nausée et Huis clos. huis clos, huis clos. Et Camus, c'est déjà fait ou ça viendra Non, plus tard? c'est la fois prochaine. C'est la fois prochaine. Vous allez voir, bon, je pense que Madame Stanik a choisi la fin de la première partie de l'étranger comme application pour le séminaire, et vous allez constater que la première partie du roman L'étranger de Camus est construite autour de l'importance d'une situation limite. C'est le fameux épisode de la plage. Quand Meursault tue un arabe. Et il y a une série de questions. Pourquoi le tue-t-il? Dans quel contexte le fait-il? Pourquoi ce meurtre? Qu'est-ce qui justifie ce meurtre? C'est un meurtre accidentel? C'est un meurtre assumé? Mène-t-il à quelque chose? Et ainsi de suite. De toute façon, c'est une expérience limite qu'on a là. Une expérience tout à fait spéciale, une expérience limite, une expérience éclairante et dévoilante a fait objet de l'illustration dont la base a été le roman La Nausée. Vous avez étudié, je crois, avec Madame Stanik, le très fameux épisode de La Racine, n'est-ce pas? Oui. La Racine du marronnier. Oui. Voilà. Quand Requentin se trouve dans le jardin public, assis sur un banc, et il regarde la racine du marronnier, après, il perd le mot racine. Les mots s'étaient évanouis avec eux. Toutes les choses, tout ce que les hommes avaient mis à la surface des choses, donc tout ce vernis des choses disparaît. Et c'est l'existence qui se dévoile comme une masse molle, noueuse, noire, entièrement brute, qui lui fait peur. Il entre à peu près dans une sorte de sacré de l'existence qui dépasse l'idée même de transcendance. Il est là dans l'existence avec majuscule. Donc, c'est une autre expérience limite qui est en étroite relation avec les mots et qui concerne notre façon de concevoir le langage. Ce sont des choses sur lesquelles je reviendrai au cours. Alors, les surréalistes, avant les existentialistes, parlent de l'importance d'une expérience limite, d'une expérience existentielle limite dont s'alimente la littérature. Et il y a plusieurs choses concrètes qu'on voit dans leur texte. Ils créent non seulement des manifestes, non seulement des poésies, donc des poèmes, ils créent aussi des romans, des nouvelles et d'autres types de textes. Breton, par exemple, a écrit des romans, a écrit aussi des romans. Et on a l'exemple du roman Nadja, qui illustre très bien l'esthétique surréaliste. Alors, ils vont cultiver, entre autres, l'amour fou, qui est un amour incontrôlé, un amour sans limite, et qui suppose parfois des expériences limites. Et avec eux, on assiste dans l'entrée, à l'entrée dans la littérature, dans la poésie, voilà, de l'érotisme direct. Donc non seulement de la sensualité, mais de l'érotisme direct. Donc on se débarrasse complètement de toute la pudeur de la littérature d'avant.
Et je vous prie de retenir, vous avez déjà pu constater ça, il y a beaucoup d'humour chez les surréalistes. Quand Breton dit Hugo est surréaliste quand il n'est pas bête, c'est déjà un humour de grande qualité, mais il cultive aussi l'humour noir. Donc, il y a une forme extrême d'humour, l'humour noir. Il y a un humour qui touche au cynisme, un cynisme très fort qu'on a du mal à supporter parfois en tant que lecteur. Et il y a une forme qui est peut-être plus agréable, c'est la dérision. Parce qu'ils ont cette habitude de prendre en dérision la sagesse séculaire. Et l'exemple le plus connu est l'exemple d'un proverbe qui est complètement reformulé par les surréalistes. Vous connaissez sans aucun doute le proverbe français, non seulement français d'ailleurs, parce qu'en roumain nous disons la même chose. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ça vous dit quelque chose comme proverbe? Oui. Oui. Alors, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ça, c'est une image de la sagesse séculaire. On adhère historiquement à cette idée. Qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Or, les surréalistes, quant à eux, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ont-ils reformulé ce proverbe? Il faut battre sa mère tant qu'elle est chaude. Waouh! Ah oui, c'est bien fort. D'accord. C'est la raison pour laquelle je parlais de cynisme. Parfois, on a du mal à accepter ça. Donc, il faut battre sa mère tant qu'elle est chaude. Alors, les excès des dadaïstes ne sont pas du tout étrangers aux surréalistes, pour ainsi dire. Bon, maintenant, je voudrais insister un peu sur quelques idées récurrentes, quelques idées communes entre les deux, communes aux deux textes, donc au manifeste du Dada de 1918, rédigé par Tzara, et à ce premier manifeste de Breton, rédigé en 1924, parce qu'il y a, je répète, des points communs. Dans le manifeste de Tzara, le texte que vous avez la possibilité de, si vous avez la patience de parcourir ce texte, vous avez la possibilité de trouver une idée importante, une idée extrêmement engageante, à part les ironies, à part l'humour, à part les excès, tout ça. Donc, une idée très engageante. Qu'est-ce qu'on veut détruire? Donc, on a le verbe en tant que tel, le verbe détruire, et on parle des tiroirs de la raison et de l'ordre social. Donc, une idée extrêmement forte, extrêmement engageante. Détruire les tiroirs de la raison et de l'ordre social. Comment comprenez-vous cette idée, les tiroirs de la raison? Dans quel sens pourrait-il être compris ce mot tiroir, les tiroirs de la raison? Peut-être les limites? Peut-être que non. Ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus structuré. Un tiroir, cela renvoie à quoi?
un espace limité d'un meuble où l'on dépose quelque chose. Ça, c'est le premier sens, n'est-ce pas? Ok, ok. Alors, façon de dire que la raison et l'ordre social ont des assises, ont des étages, pour ainsi dire, ont des rubriques bien stables, des cases, voilà, solides, qui servent à structurer le système. Or, il faut détruire ces structures, ces cases stables de la raison et de l'ordre social. Parce que la raison est un mensonge, parce que l'ordre social est un mensonge. Il est assimilable à une sorte de prison. Il est là pour limiter l'individu. Il est là pour refuser à l'individu toute forme de liberté. Façon de dire que le monde tel qu'il est invivable, que la réalité telle qu'elle est une réalité qu'on veut quitter, dont on veut se séparer brutalement. Les surréalistes, par la voix de Breton, ne disent pas fondamentalement autre chose en 1924, quand Breton affirme que la surréalité est la vraie vie. Je vous prie de retenir cette structure, la vraie vie. Vous pouvez mettre vraie vie entre guillemets. Autrement dit, la vie que nous vivons n'est pas la vraie. Nous n'avons pas normalement accès à la vie véritable, à la vie authentique. Alors, le siège de la surréalité serait l'esprit du sujet qu'on ne peut plus appeler sujet pensant, mais le sujet imaginant. Cette vie, comme elle est, on ne peut pas la vivre. Mais on a la possibilité d'imaginer une autre vie et tout en l'imaginant, on s'évade de cette vie qui nous condamne à une prison éternelle. Donc, on parle d'un sujet imaginant, da subiectul care imaginează, care își închipuie, care plăsmuiește realități, nu subiectul care gândește. Et c'est ce sujet imaginant qui est intéressant. Ce n'est que lui qui intéresse Breton. Alors, j'ai une question supplémentaire concernant le séminaire. Vous avez déjà étudié Malraux au séminaire? Non. Non, non, pas encore. Alors, Malraux est un cas de figure important dans le paradigme littéraire français, lui qui illustre la génération éthique, donc une littérature de l'engagement. Quand on dit engagement, on dit des choses bien concrètes. Mais d'autre part, il y a chez Malraux une idée extrêmement importante qui ressemble à cette idée avancée par Breton. La vie comme elle est n'est pas une vie qui serait à même de nous rendre heureux. Nous avons le devoir d'imaginer autrement cette vie. Donc, il sera de nouveau question d'un sujet qui imagine la réalité.
l'homme sera assimilable à une sorte de machine imaginante, pour ainsi dire. Comme dans le cas de Gide, on parle d'une machine désirante. Je vais vous expliquer pourquoi la fois prochaine. Alors, imagination, mot important, sujet imaginant, syntagme très important. Pourtant, la surréalité, quant à elle, n'est pas ou ne serait pas produite par l'imagination, mais seulement dévoilée. Da, totuși, nu imaginația o produce propriu-zis. Imaginația poate să devoaleze această suprarealitate. Să o dezvăluie cumva. Deci, în mod normal, ea este ascunsă, este ocultată. Qui est-ce qui cache cette réalité? Quel est l'élément qui ne permet pas à cette réalité d'être vue, d'être perçue par tout le monde? Quel est le grand censeur, pour ainsi dire, marele cenzor? Cel mai mare inamic al suprarealiștilor, care credeți că ar putea fi? Am enunțat ideea de mai multe ori, nu doar am sugerat. Rațiunea însăși, da? Deci ăsta e marele cenzor, rațiunea. Le censeur est la raison. Et alors, pour dévoiler par l'intermédiaire de l'imagination la surréalité, ils ont pensé à plusieurs techniques. Techniques pour la censure du censeur, si vous me permettez ce jeu de mots, da? Pentru cenzurarea cenzorului. Et la technique la plus connue est celle que j'ai déjà mentionnée à 2 ou à 3 reprises, la dictée ou l'écriture automatique qui ne se soumet à aucun contrôle. Ça, c'est une technique la plus répandue. Une autre technique est le rêve éveillé. Une autre, très pratiquée, est représentée par les jeux verbaux. Il y a de nombreux jeux pour cette censure du censeur. Et parmi ces jeux, le plus connu est un jeu que vous connaissez sans aucun doute. On l'appelle le jeu du cadavre exquis. Ça vous dit quelque chose? Le jeu du cadavre exquis. Comment pourrait-on traduire? Le jeu du cadavre exquis. Jocul cadavrului. Știți adjectivul exquis, exquise, nu? Nu-l folosiți? Păi dacă am spune c'est un plat très exquis, nu folosiți acest adjectiv exquis.
Exquis. C'est un plat exquis. Cum traducem? Ce fel de mâncare? Delicios? Poate fi delicios, contează că este extraordinar de rafinat. Da? În cazul cadavrului, traducerea în română s-a făcut cu adjectivul delicat. Jocul cadavrului delicat. Dacă ar fi spus delicios, ne gândeam la altceva. Da? La necrofagie și alte povești și nu era cazul. De unde a venit această idee, de unde numele acestui joc? Este un exercițiu practicat, repet, pe scară largă de suprarealiști, în grupuri, da? Deci se întâlnesc și decid să procedeze în felul următor, se ia o foaie de hârtie, on prend une feuille de papier, on marque, une personne marque sur la feuille de papier un mot, quel qu'il soit, un verbe, une préposition, un nom, un adjectif, peu importe, un seul mot. Ensuite, cette personne plie la feuille de papier et ainsi pliée, il la passe à une autre personne qui a adhéré au jeu. À un moment donné, on a rempli la feuille de papier et on décide d'arrêter le jeu et on déplie la feuille et tout en dépliant la feuille, on lit ce qu'on a obtenu. Et le résultat le plus intéressant a été le propos suivant: le cadavre exquis boira le vin nouveau. Le cadavre exquis boira le vin nouveau. Évidemment, c'est un cas d'exception. Qu'est-ce qu'il y a de spectaculaire ici? Le hasard a très bien agi, pour ainsi dire, parce qu'on a obtenu un propos parfaitement cohérent du point de vue syntaxique. Mais le plus souvent, on obtenait des choses qui n'allaient pas du tout ensemble. Mais ici, du point de vue syntaxique, c'est bien cohérent, mais du point de vue sémantique, c'est un scandale. C'est un scandale parce qu'on a du mal à imaginer un cadavre exquis qui boit le vin nouveau. Donc, c'est une manière de créer sans aucune contrainte, de créer en toute liberté. Donc, une manière de libérer toutes les ressources, tout le potentiel créatif de l'esprit humain. C'est un jeu pur d'imagination. Y a-t-il des questions jusqu'ici? Non? Clair comme le jour? Alors, il y a d'autres idées dont on va discuter la fois prochaine. Donc, la discussion va continuer, mais je vous prie quand même d'avoir une lecture intégrale du Manifeste de Breton. C'est un des plus grands textes de la littérature française du XXe siècle. Ça vaut vraiment la peine. Donc, on va finir ce sujet, on va passer à un tout autre sujet. On parlera des novateurs, des grands novateurs du roman français du XXe siècle, de grandes figures qui n'ont pas refusé l'esthétisme, même si dans l'entre-deux-guerres,
l'esthétisme a été systématiquement refusé au profit d'une littérature de l'engagement. Mais il y a de grandes exceptions. Bon, il y en a plusieurs, mais de très grandes exceptions. Et dans ces deux cas, on parle aussi de deux grands novateurs du roman français. Et comme ça, on restera beaucoup sur le paradigme du roman français du XXe siècle et la discussion commencera par Gide, donc ce sera le premier auteur, et après, on parlera de Proust. Mais Proust sera sûrement d'ici 2 semaines, d'ici 15 jours. Donc, tout d'abord, on va finir cette comparaison entre le dadaïsme et le surréalisme. Il y a d'autres idées clés sur lesquelles je vais m'arrêter, et puis Gide. Bien, on se revoit demain pour le cours de civilisation. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.